puisqu'il me revient donc de faire au nom donc de l'université, au nom de Sciences Po, de l'Université de Toulouse, de Sciences Po Toulouse et du laboratoire des sciences sociales du politique. Donc, vous souhaitez la bienvenue et remercier chaleureusement les organisatrices. Donc, faire un mot d'accueil, évidemment, c'est un peu accueil, c'est un grand mot, c'est un peu un abus de langage. Hein. On est tous séparés, isolés, atomisés, hein, pour les raisons qu'on sait. Alors, en même temps, on se retrouve, et c'est grâce à vous autour de ce colloque, la fabrique d'un droit climatique au service de la trajectoire 1.5. On peut difficilement trouver sujet plus opportun que celui qui est le vôtre. Raison aussi pour laquelle, hein, on en avait discuté, on l'a maintenu malgré, bien sûr, vous savez, les combats qu'on doit mener par ailleurs, combats pour les libertés académiques aussi, hein, libertés académiques menacées, aujourd'hui attaquées, et donc ce combat pour les libertés académiques, hein, je le signale aussi, je profite de cette parole qui m'est donnée, hein, pour dire que ce sont aussi les valeurs de la République et plus avant même les valeurs sans doute humanistes qui sont les nôtres. Hein. Husserl disait que l'universitaire est un fonctionnaire de l'humanité. Hein. Et bon, la définition est un peu prétentieuse, mais à l'arrivée, c'est très vrai. On est au service là aussi, et ce beau colloque là encore l'illustre parfaitement, d'un combat véritablement, évidemment, humaniste. Alors, je voulais vous remercier pour votre sérieux, hein, aussi pour votre combativité, du coup. Hein, c'est malgré tout tout ce qui nous tombe dessus. Hein, ce colloque, c'est aussi l'espoir qui renaît. On se bat, et on se bat nous aussi avec nos moyens d'universitaires, et ce sont ceux de la science, ceux de l'échange scientifique. Échange scientifique pour aussi à l'arrivée un monde meilleur pour nos enfants, nos petits-enfants, pour que aussi, grâce à vous, hein, modestement, mais ce petit colloque sera aussi une réponse qu'on pourra apporter à nos petits-enfants dans 20 ou 30 ans, quand ils nous diront « mais qu'est-ce que tu as fait, toi, pour que ça n'arrive pas, hein, pour éviter ça ?» Alors, on ne peut que se réjouir à tout point de vue de cette prise de position des juristes, hein, dans l'arène politique au sens noble, au travers donc de ce colloque, hein, la fabrique d'un droit climatique. L'union, hein, des disciplines académiques fera aussi la force de notre combat scientifique et inséparablement politique. Hein. Aujourd'hui, c'est Keynes déjà qui faisait la boutade. Hein. Keynes disait on a laissé aux économistes le volant, hein, de la voiture, hein, alors qu'il faudrait qu'il soit sur la banquette arrière. Peut-être même aujourd'hui, il faudrait qu'il soit dans le coffre, mais en tout cas, face au mordus mathematicus, hein, des économistes, alors économistes orthodoxes, hein, bien sûr, des économètres orthodoxes, bon nombre, et heureusement, d'économistes sont à nos côtés, hein, dans ce combat pour l'écologie. En tout cas, c'est tous ensemble, au travers donc de l'interdisciplinarité, au travers de l'institutionnalisation internationale de la recherche, tant en sciences sociales que dans les sciences dures, hein, sur le modèle quand même très réussi à l'arrivée, heureusement qu'ils étaient là du GIEC, qu'on arrivera, hein, bien sûr, à avancer, et à avancer aussi, hein, sur cette question de fabrique d'un droit climatique, et voilà, qui est d'autant plus importante que c'est l'arme principale, hein, le droit, alors avec toutes les difficultés que l'on sait, dont vous allez discuter pendant ces deux jours. Et cette réflexion est tout à fait indispensable, puisque pour le reste, c'est vrai que grâce, là encore, à la réunion internationale des universitaires et des scientifiques, eh bien, on connaît les causes des problèmes, sont bien identifiés. On connaît aussi les responsables et les
coupable, on sait bien que la responsabilité de la situation pour ce qui est du climat et de la biodiversité, elle est chez nous, en Europe, elle est aux États-Unis, elle est en Russie, en Chine, qu'il y a une centaine de multinationales qui sont dans l'agroalimentaire, dans la grande distribution, dans le transport international, dans le transport routier, etc., qui sont de fait les responsables. Les grands principes aussi, on s'est quand même globalement accordé, celui du principe, bien sûr, pollueur-payeur. Et à l'arrivée, la grande question qui se pose, c'est effectivement celle que vous posez aujourd'hui, et elle est vraiment tout à fait essentielle et fondamentale, c'est comment faire en sorte que tout ça se transforme en droit et puisse ensuite être opératoire, ce qui posera la question de la force du droit, hein, grande question aussi posée par les sociologues. Et donc, je vous invite aussi, du coup, à réfléchir sur peut-être la fin du colloque, au colloque suivant, hein, dès à présent, pour que il puisse y avoir une suite sur la base, bien sûr, des résultats de vos échanges. Et bien sûr, on sera très heureux au LASP, à Sciences Po Toulouse, de vous y aider et de continuer avec vous, hein, cette belle réflexion. Donc, pour terminer, je remercie encore à nouveau les organisatrices, en les citant nommément, hein, Sandrine Maljean-Dubois, Marie-Pierre Blin, Camilla Perouzou et donc Christelle Cournier. Merci à vous et bons échanges, bons travaux. Merci Eric. Je vais donc peut-être faire les remerciements d'usage très rapidement, à commencer par évidemment mon laboratoire et te remercier Eric et Sophie Régnier, la cheville ouvrière de l'organisation de ce colloque, puisque pour le LASP, à ma connaissance, c'est une première, un visio-colloque. Donc on essuie les plâtres et d'ailleurs j'espère que vous serez assez indulgents avec nous. Alors tu as rappelé en fait le comité scientifique. Je voudrais remercier effectivement Camilla Peruzzo, Sandrine Maljean, Marie-Pierre Blin, mais aussi Carole Hermont qui m'a aidé à penser à des intervenants, notamment en face à l'université Toulouse Capitole. Et puis un certain nombre de partenaires hors laboratoire donc de Sciences Po, les partenaires du TC, l'IEJUC et le Centre des Affaires. Et finalement, la question du climat a permis de trouver un dénominateur commun entre des juristes qui se seraient sans doute jamais rencontrés. Des spécialistes des affaires, des questions d'urbanisme, de droit de l'environnement évidemment, mais aussi des travaillistes, des spécialistes de droit international, du commerce, des investissements. Donc on va voir toute une série de collègues qui vont déployer dans leur champ de compétences un certain nombre de réflexions autour de la trajectoire 1.5, je vais y venir. À côté de ces laboratoires, il y a des partenaires plus institutionnels. On a le haut patronage de la Société française pour le droit de l'environnement, avec notamment, je pense, Agnès Michelot qui a dû arriver et que je salue, qui va tenir donc la première présidence de cet après-midi. Également la mission de recherche droit et justice qui a œuvré en tout cas pour à la fois le partenariat et le financement de cette initiative. Et la Fondation d'écologie politique qui a décidé aussi de défendre un peu l'événement en le promouvant et en le soutenant, y compris, tout à l'heure je vous en parlerai, sur le volet de la suite et notamment de la publication des actes du colloque. Et un atelier, pour le coup, un partenaire sous forme d'atelier. Ce sont un ensemble de chercheurs qui se sont réunis dans un atelier d'écologie politique et on va en parler juste après, finalement, ce travail s'inscrit dans cette dynamique toulousaine et je suis ravie de l'intégrer avec ce colloque. Et enfin, l'association Notre Affaire à tous qui soutient aussi à la fois le colloque et puis dont certains membres participeront aux actes du colloque. Je crois n'avoir oublié personne. En tout cas, je suis ravie de vous accueillir toutes et tous aujourd'hui. J'ai cru que ce colloque ne se tiendrait jamais, pour être très honnête. D'abord, on l'a reporté une première fois parce que j'avais été tirée au sort comme jurée d'assises.
Ensuite, on l'a reporté à cause du Covid. Et là, on s'est demandé si on le maintenait parce qu'un certain nombre d'entre nous sont dans le mouvement d'écran noir et de grève nationale. Il nous semblait bien de maintenir cet événement et de pouvoir se parler, certes, en visio, mais en tout cas, je suis ravie de pouvoir l'ouvrir officiellement. Alors, j'espère que la technique va être de notre côté et que tout va bien se passer. Alors, je voudrais aussi juste vous parler, mais en 2 mots, de l'affiche du colloque, qui est une affiche qui est en fait illustrative par une photographie de Fabrice Confrini, un photographe de l'AFP, qui nous a donné son idée d'illustration que je trouvais assez jolie, puisqu'elle a été prise par une vue aérienne sur un glacier. Et c'est une installation qui visait, au moment d'une des dernières COP, à attirer l'attention sur cette fameuse trajectoire 1.5 sur laquelle on reviendra tout au long de ce colloque. Et donc ce visuel, c'est en fait toute une série de cartes postales envoyées justement par les générations futures, par les enfants qui ont travaillé à l'école sur cette question des changements climatiques et qui ont proposé ces cartes postales et qui offrent une vue assez jolie de la représentation du challenge qui nous occupe aujourd'hui. Alors, je ne serai pas très longue sur l'idée du colloque, l'idée du thème du colloque. Le programme en dit long et j'aborderai très rapidement ces aspects-là. Si ce n'est qu'il s'inscrit dans une réflexion d'abord très personnelle qui consistait à réagir depuis 2018, finalement, lorsque j'ai pris connaissance du rapport spécial du GIEC et des objectifs nécessaires qu'il fallait se fixer finalement pour appréhender l'urgence climatique, cette nécessité de tenir le réchauffement à 1,5. M'a profondément questionnée, notamment questionnée finalement mon travail de chercheuse, mais je ne suis pas la seule. Un certain nombre d'entre vous, et notamment un certain nombre d'intervenants aujourd'hui, sont dans la même position que moi, c'est-à-dire comment réfléchir à penser le droit dans cette ère de l'Anthropocène, Capitolocène. Comment les juristes, face à l'effondrement des systèmes, et notamment des systèmes institutionnels, démocratiques aussi, et des écosystèmes, comment en fait on se positionne et comment il faut repenser sans doute nos instruments juridiques, les acquis, ou repenser les concepts, ou en tout cas les détricoter sans doute pour penser avec justesse la discipline, pour que cette discipline serve aussi finalement la lutte climatique. Elle n'est pas uniquement finalement le droit de l'environnement et continuer à travailler en silo dans nos disciplines, mais et pas uniquement le droit climatique où on a effectivement beaucoup d'experts maintenant sur ces enjeux de climat et particulièrement sur le droit climatique, mais avoir une démarche en fait systémique, interroger finalement les branches du droit dans leur ensemble et commencer à penser finalement cette trajectoire 1.5, cet objectif de contenir le réchauffement 1.5 comme un challenge au sein de la discipline. Donc, ce colloque s'organise autour de trois points de vue finalement. D'abord, essayer de comprendre le challenge. Et c'est pour ça qu'on a souhaité que ce colloque ne soit pas uniquement une discussion entre juristes, mais laisser la place finalement à une sociologue du droit, un spécialiste des questions de trajectoire climatique. Il y aura un agronome demain. Il s'agit aussi d'en savoir un peu plus sur la construction de cette trajectoire qui mêle à la fois des enjeux de science et de politique qui sont intéressants de décrypter avant de passer vraiment aux enjeux des branches du droit. La deuxième session, ça sera effectivement chercher à réfléchir d'un point de vue sectoriel, comment ces branches du droit peuvent appréhender la question de l'urgence climatique. Est-ce que les instruments sont adéquats? Est-ce qu'ils sont porteurs? Est-ce qu'ils sont opérationnels? Et ensuite, dernière étape, c'est comment les acteurs, pas uniquement l'État. Moi, je suis publiciste, j'aurais tendance à travailler effectivement que sur l'État, mais évidemment, ce n'est pas suffisant. Il faut aller réfléchir à comment donc les autres acteurs, les émetteurs, les principaux émetteurs,
donc les entreprises, mais aussi les citoyens. On va voir les salariés, les experts, les politiques, les ONG, la société civile appréhendent cette question de l'urgence climatique et la trajectoire 1.5. Au-delà de ce colloque, comme donc il était prévu au mois de mai, nous avons par ailleurs commencé à travailler sous forme de chapitres et aujourd'hui, c'est un échantillon en fait de communication qui vont être présentés aujourd'hui à l'oral, mais en fait, un certain nombre de chapitres sont déjà écrits et vont constituer un livre qui va paraître l'année prochaine, en début d'année, je l'espère. Et je vous ai mis ici en primeur, en gros, les deux parties qui vont structurer cet ouvrage. Et l'idée, alors ce sont essentiellement des contributions de juristes pour le coup. L'idée, c'est donc de repartir sur la construction de ces instruments juridiques pour l'horizon 2050, en essayant de réfléchir à comment ces instruments multi-échelles, à la fois les instruments européens, internationaux et nationaux, s'emboîtent. Et comment ils nous informent sur les enjeux d'instruments liés à la neutralité carbone, par exemple. Ensuite, des enjeux autour de la question du décloisonnement nécessaire des instruments sectoriels, autour des grands thèmes liés aux enjeux climat, hein, l'agriculture, le bâtiment, la mobilité, l'aviation, l'énergie. L'ensemble de ces chapitres étudiera ces enjeux, ces instruments sectoriels d'un point de vue de l'urgence climat. Et enfin, il y a une approche plus transversale qui consiste à réfléchir, là encore, à des branches du droit, mais avec des enjeux presque de changement de paradigme nécessaires, qui sont discutés en tout cas dans certains des chapitres, ou des évolutions nécessaires. Je pense aux droits de l'homme, à l'architecture des accords commerciaux ou encore aux droits des investissements. Et enfin, la deuxième partie, ce sont les acteurs, j'en ai déjà parlé, que ce soit les entreprises, les citoyens à travers la Convention citoyenne pour le climat, la société civile, l'expert, qui n'est pas abordé aujourd'hui, mais qui le sera dans le livre, et enfin la place du juge, qui, vous le savez sans doute, avec l'actualité de la semaine dernière, a pris aussi une place importante dans la gouvernance climatique. Voilà pour la présentation sommaire de ce colloque. J'en viens maintenant aux modalités pratiques du visio-colloque. Donc, je vous ai signalé un petit peu la marche à suivre, on va dire, tout au long de ce colloque. Essayez donc toutes et tous de vous déconnecter au maximum, en tout cas pour les caméras, mais je crois que c'est globalement fait, de couper vos micros. Et puis, nous allons donc avoir, je l'espère, un temps de discussion nécessaire, de débat. Pour ce faire, on va privilégier donc le chat, où vous allez pouvoir, au fur et à mesure des communications, finalement communiquer par écrit et poser vos questions, si c'est facile pour vous. Et les présidents de session vont soit regrouper, hiérarchiser les questions et les poser aux intervenants. Alors, s'il n'y a pas beaucoup de questions, on peut aussi faire des prises de parole, ça serait souhaitable. Et n'hésitez pas, donc, vous avez une petite fonction, vous voyez, où vous pouvez mettre une main levée, ce qui permet aux présidents de session et aux présidentes de session de vous identifier si vous souhaitez poser à l'oral une question. Et je voudrais terminer cette brève présentation par deux initiatives inspirantes que je souhaitais aujourd'hui vous partager, à la fois à de nombreux collègues qui sont ici réunis, puisqu'on est presque 100 dans ce visio-colloque, deux initiatives qui gagnent à être multipliées partout ailleurs. D'abord une initiative locale, donc c'est l'atelier d'écologie politique,